Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Les premières élections sénatoriales entrent dans l'histoire. Les élections sénatoriales du 15 février 2025 au Togo entrent finalement dans l'histoire. Les résultats définitifs ont été proclamés. Et donc on attend la nomination des 20 sénateurs par le chef de l'État et peut-être la poursuite de l'installation des différentes institutions de la 5e République prévues depuis 1992 dans la Constitution de la 4e République et puis aussi en 2024 dans la Constitution de la 5e République. Le Sénat a finalement, ou bien les élections sénatoriales ont pour la première fois eu lieu au Togo pour le compte de cette première échéance. C'est le parti au pouvoir, le parti UNIR, qui vient rafler la grande majorité des sièges en jeu. Je rappelle que c'était 41 sièges sur 61 qui sont mis en jeu pour ces élections. Et le parti au pouvoir rafle 34 sur les 41. 7 sièges plutôt reviennent aux indépendants et hommes politiques. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier pour ce quatrième sujet. Les élections sénatoriales au Togo sont devenues une réalité. On l'aurait imaginé depuis 1992, mais il a fallu attendre 2025 pour que ce soit une réalité avec la nouvelle constitution. Et pour cette première, c'est le parti au pouvoir, le parti uni, qui a 34 députés et sénateurs élus sur 41 en attendant que les 20 autres soient nommés par le chef de l'État. Je parle sous contrôle de la confirmation justement de ces élections au Togo. Sana. En fait, vous l'avez si bien dit, au sortir de la conférence nationale dite souveraine, la constitution que le peuple togolais a voté à plus de 97% et que des gens ont revendiqué comme condition sine qua non en 2017, notamment le retour à la forme originelle de la constitution prévoyait, et bien sûr le Sénat dans la même forme, notamment les 2 tiers qui sont élus et le tiers qui est nommé par le président de la République. Et donc chose est faite actuellement. Et je pense que ces résultats n'étonneraient personne, puisque vu la configuration c'est-à-dire le nombre de conseillers municipaux, le nombre de conseillers régionaux, l'issue de ces élections était connue à l'avance. Et ces résultats-là, déjà même avec les 61 sénateurs, à pouvoir lorsqu'il unira déjà plus de 30, ça veut dire déjà que même si on nomme 20 dans l'opposition, on nomme 20 au sein de l'opposition, l'UNI a déjà la majorité absolue au sein de cette de ce nouveau Sénat qui vient. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en plein dans la transition qui va nous mener au plus tard le 5 mai de plein pied dans la 5e République. Et je pense que cette période, ces 2 mois qui nous attendent, il y aura beaucoup de réformes institutionnelles parce que la Constitution prévoit que tout, n'est-ce pas, ce basculement institutionnel, juridique doit intervenir au plus tard, n'est-ce pas, le 5 mai 2025. Donc d'ici là, il y aura beaucoup de chamboulements, beaucoup de modifications au sein des institutions pour qu'elles soient conformes à la nouvelle constitution de la République. Merci beaucoup. À vous, Sana, je reviendrai à vous tout à l'heure pour voir l'après-élection sénatoriale. Quelle est la prochaine étape qu'on doit attendre? Mais ce sera après. Le temps d'écouter la version ou bien les analyses de Gabin Adjao, le Sénat ou bien les élections sénatoriales au Togo, en tout cas les premières élections sénatoriales au Togo, entrent dans l'histoire avec la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats des élections du 15 février dernier. Oui, depuis la proclamation des résultats provisoires par l'institution organisatrice, à savoir la CENI, on savait très bien que il n'y aura pas grand changement par la Cour constitutionnelle, d'autant plus que dans ces élections-là, je ne suis pas sûr qu'on pouvait crier fraude, puisque les électeurs sont déjà connus, et c'était une infime partie de la population quand même qui ont participé à ces élections-là, plus de 2000 personnes à peine.
qui ont participé à ces élections et il n'y a même pas eu de recours devant la Cour constitutionnelle aujourd'hui, quand les résultats ont été proclamés. La Cour constitutionnelle n'a pas évoqué de recours de la part des candidats en lice. Ça veut dire que tout était clair pour tout le monde et aujourd'hui les résultats ont été confirmés par la Cour constitutionnelle, à savoir 34 sièges pour unir, 2 sièges pour bâtir, 1 siège pour Adi, Togo autrement de Fulbert Atisso qui s'en sort aussi avec 1 siège, les 2 bisons de M. Robert Olympio aussi 1 siège, Clé de M. Anina Yakoubou 1 siège et l'UFC qui s'en sort aussi avec 1 siège. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle a véritablement confirmé les résultats provisoirement évoqués par la CENI. Donc aujourd'hui, on connaît pratiquement la composition du Sénat togolais qui aura un rôle aussi à jouer, un rôle législatif à jouer où les textes de loi devront forcément passer par le Sénat avant d'être avalisés. Donc voilà, ils vont se réunir le premier jeudi du mois d'avril. Et en première session, il me semble qu'en une année, ils ont 2 sessions. Donc, la première session en avril et seconde session en octobre, si ma mémoire est bonne, selon la nouvelle constitution. Donc, on en est là. On ne peut que constater ce qui est fait, accepter aussi, prendre acte du résultat qui est proclamé aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. Vivement que ceux-là qui ont été nommés puissent faire le travail qu'il faut et que le chef de l'État, ça c'est un souhait, puisse nommer des gens aguerris aussi au travail législatif et surtout au travail républicain pour que cette 5e République là soit bien implémentée. La nouvelle constitution, ça fait partie carrément de notre base juridique fondamentale. Donc il va falloir l'accepter ainsi et puis faire ce qu'il faut pour que cette 5e République là puisse apporter ce qu'il faut au peuple togolais. C'est 41 sénateurs pour le moment qui sont les premiers de la République togolaise ont la lourde charge quand même de laisser une très bonne empreinte pour les prochaines générations. Donc ils n'y vont pas juste pour s'amuser, même si certaines personnes disent que ils ont des devoirs pas trop lourds, mais il va falloir quand même signaler le devoir de ces sénateurs-là, à savoir l'article 11 qui dit « Le Sénat exerce le pouvoir législatif dans les limites prévues par la Constitution ». Le Sénat, l'article 12 qui poursuit en disant « Le Sénat délibère sur les projets et propositions de loi qui lui sont transmis par le gouvernement ou l'Assemblée nationale ». Et enfin, l'article 13 qui parle encore du devoir du Sénat, qui dit « Le Sénat donne obligatoirement son avis avant le vote par l'Assemblée nationale sur son projet ou proposition de loi constitutionnelle sur tout texte relatif à l'organisation territoriale de la République et du projet de loi de finances. » Donc voilà un peu en résumé les rôles qui seront dévolus au Sénat. Et je pense que ces gens-là qui ont été élus par les conseillers régionaux et municipaux ont quand même la lourde tâche de pouvoir bien implémenter cette 5e République-là. Et ils auront aussi le devoir d'élire le président de la République en concomitance avec l'Assemblée nationale. Donc on attend la prochaine étape qui sera quand même l'élection du président de la République et on va rentrer de plein pied d'ici le 5 mai dans la 5e République. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, Adam Adjronou, les premières élections sénatoriales de l'histoire du Togo entre, si vous permettez, dans l'histoire, avec la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle, le Parti Unir s'en sort avec 34 sièges, 7 pour l'opposition et les indépendants réunis, ça fait au total 41 sièges. 20 sénateurs seront nommés après par le chef de l'État. Oui, je pense que c'est une très belle expérience que les Togolais ont vécue. On le disait parce que, vous savez, c'était pratiquement un saut dans l'inconnu, étant donné que ce sont des élections qu'on ne connaissait pas assez. Beaucoup se posaient la question de savoir comment ça va se passer, quel est le rôle justement des sénateurs. Voilà les questions qui reviennent très souvent.
Donc justement, après ces élections, c'est vrai, lorsque vous prenez l'engouement qui entoure en réalité les élections, il a fallu que les députés fassent, ou pratiquement les partis politiques descendent dans l'arène pour faire une campagne. C'est là où la population s'est un peu préoccupée. C'est vrai que ce n'était pas une campagne, en tout cas d'une envergure liée donc à une élection comme on les a connus lorsqu'on a des suffrages universels. Et ça a été donc des élections assez sectorisées. Et c'est là où la population se posait des questions, puisqu'il y a des gens qui, au-delà des conseillers régionaux, mais également des conseillers municipaux qui étaient donc ces grands électeurs-là, qui, d'une manière ou d'une autre, essayaient d'expliquer les choses et d'éclairer un peu la lanterne des populations, aussi bien au niveau des radios, mais également sur le terrain. Et donc je pense que cette expérience, même si la grande majorité des Togolais ne s'en sont pas tellement préoccupés, parce que les gens se disaient que ce ne sont pas des élections qui les concernent, ils ne sont pas dans le corps électeur. Donc les gens attendent de voir justement après la confirmation de ces résultats-là. Puis aujourd'hui, tout se dit au niveau des ondes, on dit voilà, bon, il y a proclamation des élections, mais les gens ne continuent pas à poser la question de savoir qu'est-ce que vont faire dans ces sénateurs-là. Ils ont quoi? Mais justement, également, les gens, même les grands intérêts se disent, dans l'architecture, en tout cas des institutions, quelle serait donc la responsabilité de ces sénateurs? Mais au-delà de la responsabilité, quel est leur degré, en tout cas, de pouvoir dans les prises de grandes décisions, etc. Donc, chacun essaie donc d'attendre. Et donc, pour anticiper en réalité de l'une des questions que vous attendez, quelles seraient donc les prochaines étapes? Vous attendez de voir dans quelle opulence vont être. Les gens s'attendent de voir bon, quels seraient donc, comment ils vont être rémunérés. Est-ce que ce sont des gens qui seront comme des députés que nous connaissons? Et puis on dit, ils partagent en tout cas les grandes responsabilités, c'est entre la classe basse et la classe haute. Voilà. Donc on se dit, bon, s'ils seront comme les députés, est-ce qu'ils seront véhiculés, quels seraient dans les salaires? Voilà les questions qui reviennent actuellement donc après cette confirmation. Donc on attend de voir, nous tous, on attend de voir est-ce que ce serait comme ailleurs, puisqu'on ne peut pas en tout cas faire des similitudes en disant voilà, ça se passe ailleurs comme ça va se passer ici comme ça. Mais nous tous on continue par après les élections passées, mais on va voir au niveau de la structuration quel serait donc le degré de responsabilité, quel serait donc le plan dans lequel ces sénateurs là seront. Donc il y a toujours des questions qui subsistent et on continue par attendre. Merci beaucoup à vous, Adam. Alors, Sana, comme je le disais, bon, les élections sénatoriales, c'est fini. Quelle est la prochaine étape? Non, en réalité, il y a beaucoup de bouleversements institutionnels qui doivent intervenir forcément avant ou bien au plus tard le 5 mai de cette année. Par exemple, il y a le médiateur de la République qui va devenir le protecteur du citoyen, la APLUCIA qui va devenir la haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption. Il y a la HAC qui va devenir la haute autorité de régulation de la communication écrite audiovisuelle et numérique. Maintenant, au niveau de l'organisation judiciaire, il y a la Cour de cassation qui va devenir la juridiction suprême en matière judiciaire, et le Conseil d'État qui va devenir la juridiction suprême en matière administrative. Maintenant, au niveau de la tête, il y aura le président de la République qui doit être, son élection doit intervenir à partir de la mise sur pied du Sénat, où le Sénat réuni en congrès devra l'élire, et le président du conseil, lui, sera désigné au sein de la majorité au sein de la majorité parlementaire. Bon, maintenant, si on parle aujourd'hui de l'intérêt, parce que c'est la question que bon nombre de citoyens se posent, l'intérêt maintenant de ces élections sénatoriales, c'est que aujourd'hui, auparavant, qu'est-ce qu'on avait? On avait des députés qui étaient issus, n'est-ce pas, des préfectures. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle du Sénat, vous verrez que ce sont des gens, une partie du moins, qui est élue
pas aussi bien les conseils régionaux, aussi bien les conseils municipaux. Ça veut dire que au-delà de la représentativité des préfectures, on est descendu au niveau régional pour choisir des acteurs, on est descendu au niveau communal ou bien municipal pour choisir des représentants qui vont prendre des décisions, ou bien, entre guillemets, vont contresigner ce qui a été fait par l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, c'est un maillage complet. C'est-à-dire aujourd'hui, presque tous les acteurs sont mêlés, n'est-ce pas, au contrôle de l'action gouvernementale et à tout ce que Gabin a énuméré tantôt comme prérogative relevant du Sénat. Merci beaucoup à vous, Sana. Gabin Adjaro, à quoi doit-on s'attendre finalement? Les sénateurs sont élus, du moins les 2/3 sont élus. Quelle est la prochaine étape pour cette phase de transition, si on se le permet, avant la mise en place effective de toutes les institutions de la Ve République? Oui, effectivement, nous sommes dans une phase de transition actuellement et tel que l'a prévu l'actuelle constitution, c'est-à-dire la constitution de la Ve République, après élection du Sénat qui va se réunir très bientôt en avril, le premier jeudi du mois d'avril prochain, il y aura après, c'est-à-dire peut-être c'est le président du Sénat qui va convoquer quand même cette assemblée extraordinaire là pour pouvoir élire le président de la République. Après l'élection du président de la République, il y aura d'autres choses qui vont pouvoir suivre, c'est-à-dire on connaît déjà même le président du Conseil des ministres, sauf que ce n'est pas encore officiellement mise en place, puisque il doit obligatoirement sortir. Il est le chef même du parti ayant la majorité à l'Assemblée nationale, donc on connaît déjà le chef du parti ayant la majorité à l'Assemblée nationale, à savoir le président de la République actuelle, son Excellence Faure Zinani Assingbe. Donc après lui, il y aura beaucoup d'institutions qui seront aussi mises en place. C'est vrai qu'il y aura d'autres institutions qui auront juste un changement de dénomination, puisqu'il y a déjà des gens qui sont dans ces institutions-là, qui animent ces institutions. Quand nous prenons la HAC aujourd'hui, c'est vrai, c'est en fin de mandat, mais il y avait déjà eu des élections de ceux-là qui vont remplacer la HAC actuelle. Donc je pense qu'on attend juste la période. Voilà, il y aura certains qui doivent être nommés aussi par le chef de l'État. Je pense que d'ici là, ça sera fait et puis ces gens-là seront mis dans leur prérogative pour pouvoir exercer. Le médiateur de la République, on a déjà une médiatrice de la République, certes, mais je pense que ça va changer aussi de dénomination. Madame Awanana, elle joue déjà ce rôle-là, donc je pense que ça va juste changer de dénomination et il y aura beaucoup d'autres institutions qui seront mises en place, mais les institutions primordiales qui doivent être mises en place, c'est la présidence de la République et ensuite le président du Conseil des ministres. Les institutions centrales ont été déjà mises sur pied, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et aujourd'hui le Sénat. La Chambre bicamérale est déjà mise en place, donc on va juste penser à l'implémentation quand même du président du Conseil des ministres et ensuite le président de la République aussi, et aussi les différentes institutions qui seront mises en place, mais ce n'est pas obligé aussi que toutes les institutions soient mises en place avant le début même de l'implémentation de la Ve République. Il faut juste des institutions clés qui vont animer cette Ve République-là. Et après, on va mettre progressivement en place les autres institutions subsidiaires, c'est-à-dire la CNDH qui peut-être aussi va changer de dénomination, la Cour des comptes qui aussi sera changée aussi, puisque eux aussi, leur mandat a déjà pris fin. Ils vont encore nommer d'autres personnes si je me trompe. La Raplucia est déjà là, ça va juste changer de dénomination. Donc je pense que voilà un peu en ramassis ce que je peux dire par rapport à l'implémentation de différentes institutions. Il n'y a pas une certaine chronologie qui a été définie, je viens de le dire. Après l'Assemblée nationale, il y a le Sénat et concomitamment avec l'Assemblée nationale qui vont mettre en place la présidente de la République, président du Conseil des ministres et ensuite les différentes institutions vu les exigences du moment. Merci beaucoup Gabin Adjaro. Adam, c'est la même question. Quelle est l'étape suivante? Vous savez, l'étape suivante, c'est que les Togolais, également lorsque vous prenez la nouvelle nomenclature de certaines institutions, se nourrissent d'espoir, surtout lorsque vous prenez la quasi-majorité se disent qu'avec la nouvelle structuration, surtout du judiciaire, est-ce qu'ils auront plus d'espoir en ce qui concerne, en tout cas, la chose jugée?
puisque les gens se disent, est-ce que cette nouvelle nomenclature donnera plus de chances à ce que nos juridictions puissent véritablement juger pour la veuve et l'orphelin. Donc beaucoup se posent cette question. Et nous également, on se demande si cette nouvelle structuration, surtout lorsque vous prenez les dossiers, surtout les dossiers fonciers qui attendent, les gens se disent, voilà, il y a des dossiers dans lesquels vous verrez la Cour de cassation qui juge et en réalité qui rejuge encore, où on a vu des décisions rendues en faveur, mais justement des décisions qui sont aussi rendues en défaveur, le même coup. La même Cour donne raison et revient pour se dédire encore. Donc on se dit, avec cette nouvelle nomenclature, est-ce que cela permettra, puisqu'on dit, c'est vrai qu'on dit, le président de la République est le juge suprême, mais quand même, le président, lorsque vous prenez, il y a pas mal d'affaires aujourd'hui, les gens se disent véritablement, qui créent d'ailleurs même des situations sociales où il n'y a plus d'inquiétude. Donc, la prochaine étape, c'est de voir si cette nouvelle nomenclature donnera plus de chances à ce que l'impartialité puisse donc régner, mais également lorsque vous prenez par exemple au niveau de la HAC par exemple, nous on se dit voilà comment ça va se faire à partir du moment où la HAC aujourd'hui a la responsabilité de pouvoir intervenir en ce qui concerne peut-être les réseaux sociaux qui étaient donc les parents pour où on n'avait pas les outils nécessaires. Lorsque vous n'avez pas l'agrément, vous pouvez quand même se permettre de pouvoir écrire ce que vous voulez sur vos sites. Et on se dit, voilà, la HAC n'est pas habilitée à pouvoir donc vous interpeller, à vous recadrer. Donc on se dit que demain, on pourrait avoir un environnement assez sain où chacun est beaucoup plus responsabilisé, ou parce que nous avons des institutions de régulation qui inquiètent en termes de dissuasion pour faire en sorte qu'on ne puisse pas aller de dérive en dérive. Donc la prochaine étape, on attend avec la mise en place ou la paille tournée du sénatoriat, voir l'installation de ces institutions et se nourrir d'espoir qu'on aura une certaine impartialité et faire en sorte que l'environnement, en tout cas numérique, puisse être allé en faveur du développement que ce que nous constatons actuellement. Merci beaucoup. Oui, Sana, vous voulez réagir? Non, je voulais juste repréciser que l'article 95 de la nouvelle Constitution dit que les institutions de la République prévues par la présente Constitution sont mises en place dans un délai n'excédant pas 12 mois. Donc ça veut dire qu'au plus tard, le 5 mai 2025, toutes les institutions prévues par la nouvelle Constitution doivent être mises sur pied. On n'a pas dit que c'est les essentiels. Non, ça veut dire toutes. Ok, d'accord. Oui, Gabin, oui, bon, c'est ce que je viens de dire, sauf que bon, il y a déjà des institutions. Tel que je l'avais dit, d'autres vont changer juste de dénomination. Adam vient de dire quelque chose de très important par rapport aux gens qui vont quand même animer ces institutions-là. Les institutions n'ont de valeur que par les hommes de valeur qui les animent. Donc, ceux-là qui auront la lourde tâche quand même d'animer ces différentes institutions-là, quand même, doivent savoir que c'est de grosses tâches. Il va falloir les assumer de bout en bout et avec honneur. Donc, ça en va quand même de l'honneur de la République et surtout de la bonne viabilité de cette République togolaise-là. Merci beaucoup à vous. Adam, quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Je pense qu'on a parcouru et on attend toujours. on est impatient d'arriver au 5 mai. Tout à fait. Inch'Allah, que Dieu nous prête vie. Ouais, c'est l'expérience que nous vivons actuellement parce que c'est la première fois. Donc, on a passé les étapes des élections, comme je le disais. Et bon, pour nous, c'était essentiel pour qu'on sache comment ça se passe. Pour mieux savoir, voir comment on a accompagné, mais on veut voir comment cela se ferait dans les années à venir. Donc, la mise en place des institutions nous intéresse davantage pour voir dans quelle mesure tout l'environnement pourrait donc être en faveur du développement. Merci beaucoup. À vous tous donc pour vos contributions. Nous allons faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Jao. Oh, j'ai pas véritablement de sujet de choix, juste souhaiter une très bonne semaine à tout et chacun. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Adam, adressons-nous. Oui, mes mots de fin. J'ai un chapeau à tirer au ministre de la Justice, puisque nous avons également évoqué cette question, qui fait un travail de titan. C'est vrai que lorsque vous prenez en tout cas la chaîne judiciaire, surtout dans notre pays, c'est pas autant facile. Aussi bien pour les magistrats que pour les justiciables.
mais il fait un travail de fourmi qui est en train d'impacter aussi bien les deux acteurs. Et je pense que il est à féliciter parce que la question foncière est d'autant plus importante pour la stabilité d'un pays et également, en tout cas, faire apaiser les tensions. Et lorsque vous avez beaucoup de fursés, parce que les décisions qui sont rendues en fonction du fait que peut-être que vous avez déboursé davantage de moyens et que ce ne soit pas l'impartialité qui est mise en avant. Et cela frustre. Et dans un pays, lorsque la question judiciaire n'est pas vue à la hauteur, en tout cas, de l'impartialité, ça cause problème. Je pense que l'actuel ministre est en train de faire un travail qu'il faut saluer et avec la mise en place prochaine, disons tantôt, de ces institutions, je pense que ça va renforcer ce qu'il est en train de faire pour que le judiciaire puisse être à l'aise dans la chose jugée. Merci beaucoup. À vous, Adam Adronou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Sana Veuel, vos mots de fin. Moi, je dirais que la tâche risque d'être beaucoup plus lourde. Ces jours qui arrivent, lorsque vous voyez tout ce qu'il y a encore à faire avant ou bien au plus tard le 5 mai, on se dit que sûrement que beaucoup de travail va occuper ceux qui travaillent au secrétariat général du gouvernement. Donc c'est juste pour leur faire un clin d'œil et leur faire coucou et leur souhaiter beaucoup de courage là-bas. Merci beaucoup. Sana Veuel Sadio Hechou, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Aimé Roland comme la Messi, à la réalisation, à Gaston Afanou, à la diffusion, à Stéphane Kouonou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.